Bonjour à tous, donc on va faire la correction du devoir sur les vérins. Alors c'est parti, question numéro 1, compléter la nomenclature. On voit ici j'avais mis deux schémas avec une nomenclature. Je vous demandais le nom des vérins et leur quantité. Donc le numéro 1, on voit que ce sont les vérins qui vont nous permettre de faire ça, donc d'articuler le godet au niveau de cet axe ici. Ce sont donc les vérins qu'on appelle les vérins de bénage-gavage. Je vais le marquer là, ce sera peut-être plus facile. Et on voit ici qu'il y en a un ici, il y en a un ici. Donc on en a x2. Ok. Donc nous voilà. Numéro 2, donc c'est les vérins qui sont en fait à l'intérieur du godet. C'est des vérins qu'on va utiliser pour ouvrir le godet en deux. C'est pour faire du croco, on appelle ça des vérins de crocodile. Il y en a deux, un de chaque côté du godet. Ensuite on va avoir en numéro 3 les vérins qui sont à l'intérieur de ces plots qu'on va appeler les vérins de stabilisateur. Pareil, il y en a un de chaque côté, le gauche 1 à gauche, 1 à droite. Ensuite, en numéro 4, et bien là, ceux-là, c'est ceux qui vont nous faire lever le brancard. On les voit, ils sont ici, il y en a un de chaque côté. Et ils vont donc permettre d'articuler grâce autour de ce point d'articulation. Et donc ça va être des vérins de levage. Et encore une fois, j'en ai deux. Ensuite, si on passe sur l'arrière du véhicule, on va retrouver en 5 le vérin qui va permettre, en pilotant comme ça, d'incliner le godet au niveau de cet axe de rotation ici. Donc ça va être le vérin de godet. Là je n'en ai qu'un. En 6, ça va être le vérin de bras ou de balancier. Encore une fois, x1. En 7, c'est le vérin de flèche. x1 aussi, on n'en voit qu'un ici. Et en 8, on va avoir les vérins d'orientation du rétro. Donc carrément de toute la pelle à l'intérieur rétro. Donc c'est le vérin d'orientation. x1 aussi. Voilà. Donc excusez-moi, c'est peut-être pas très propre, mais au moins j'ai pas dessiné sur le. Je vous ai pas fait des renvois sans arrêt entre ce document et ce document pour remplir ce tableau. Ensuite, pour ce qui est de cette nomenclature d'un vérin un peu plus démonté, on va retrouver ici la fixation du fût, donc axe de fixation ou point de fixation fût. Ici, ce qu'on peut apercevoir ici, vous le voyez, c'est pas très propre, mais c'est ce qu'on appelle, c'est un graisseur, c'est ce qui va nous permettre de graisser l'axe qui va passer à l'intérieur ici. Donc on va pouvoir bourrer de graisse à l'intérieur. Donc ici, il y a un graisseur à faire quand on doit faire les points de graissage. Ici, on va appeler ça donc le fût, le cylindre, comme vous voulez, il y a plusieurs noms. En tout cas, pour celui qui nous reste, il n'y a qu'un nom, c'est la tige du vérin. Alors ensuite, le calcul, je vous le ferai sur une question à part, pour que ce soit plus facile à comprendre. Je le corrigerai à part ce truc-là. Là, on va faire que ce qui est simple. Je vous ferai une vidéo un peu plus tard. Question numéro 4, donc donner le type de vérin de chacun de ces vérins. Donc ici on voit simplement une seule entrée sur ce vérin, donc c'est donc un vérin qui est simple effet. Lui il aura le retour à l'état 0 grâce au poids qui va s'appliquer par exemple sur la tige du vérin, en haut de la tige du vérin. Ensuite on a un vérin qui a deux orifices et deux tiges. Donc c'est donc un vérin double effet, double tige. Autrement appelé vérin de direction. Ici, très simple, on voit deux orifices, deux entrées pour le fût du vérin. Donc c'est tout simplement un double effet. Et ici, on voit un vérin qui a différentes tailles de tiges. Donc il va permettre d'avoir, quand il est complètement rentré, une distance petite, une faible distance, un faible emplacement quand il est rentré. Et par contre, il va permettre d'avoir une grande distance de déploiement. C'est donc un vérin qu'on appelle les vérins télescopiques. Ok.
Donc pour ça, normalement, il n'y a pas trop de problèmes, pas trop de soucis. Ensuite, on va essayer de représenter ces différents vérins d'un point de vue normalisé. Alors, je vais zoomer un peu pour que ce soit plus clair. Le premier vérin, on a vu, c'est sûr qu'il fallait avoir juste un peu à la question tout à l'heure, c'est un vérin simple effet. Un vérin simple effet, comment je fais un vérin? Je dessine. Le fût. Dans ce fût, je dessine un piston, une tige, et là, pour montrer que c'est un vérin donc simple effet, je dessine qu'une seule entrée. Si vous avez compris ça pour le premier, vous allez facilement comprendre ça pour le deuxième. Le piston, la tige, ici une, deux entrées, donc une, deux entrées. Vérin double effet. Et troisièmement, vérin double tige. J'ai peut-être fait un peu gros là. Double tige et double effet. Donc j'ai un piston au milieu qui va commander deux tiges, une à gauche, une à droite. Et j'ai donc mes deux entrées de chambre, chambre gauche, chambre droite. Excusez-moi, je dessine à main levée, mais bon, je pense que vous avez compris le principe. Ok? Donc là, on est pas mal. Maintenant, on va étudier un petit peu du diag. Vous devez identifier différents types de pannes et identifier l'endroit sur le vérin qui peut être la cause de nos problèmes. On a 4 problèmes différents. Donc le premier, j'ai un vérin qui manque de force. C'est-à-dire par exemple quand on va pousser, qu'on va envoyer la pression pour faire sortir le vérin, ben on a l'impression qu'il manque de force, qu'il n'arrive pas à se déployer entièrement. Donc là, il n'y a pas 36 solutions. Un vérin qui manque de force, c'est un vérin qui a un problème au niveau du piston. Alors le piston, il est où? Le piston, il est là. Donc il peut y avoir des fuites ici, ici, ici ou ici. Et ça, c'est la panne 1. C'est-à-dire quand on va alimenter la pression dans une des deux chambres, et bien on va avoir un passage dans l'autre chambre. Ce qui fait que la première chambre n'est pas étanche, donc on a le vérin qui fuit et qui manque de force. Ok? Deuxièmement, mon vérin fuit au niveau des raccords. Alors là, fuite au niveau des raccords, c'est assez simple. Les raccords, on les voit, ils sont ici. Donc ça, c'est la fuite numéro 2. Ça, c'est facile, c'est ce qu'on va appeler une fuite externe, c'est-à-dire qu'on va voir l'huile sortir. Plus facile à diagnostiquer qu'une fuite en interne où on ne voit pas forcément l'huile sortir à l'extérieur du vérin. Mon vérin a la culasse grasse, mais pas la tige. Alors si j'ai la culasse qui est grasse, mais pas la tige, où est-ce que je vais pouvoir trouver ma fuite? C'est simple, la tige, c'est ce qui est ici. Et la culasse, c'est ce qu'on peut retrouver sur la tête du piston là. Ben, on n'a qu'un joint ici. Ce petit joint ici va laisser en fait passer l'huile ici et ici pour que la goutte elle puisse se former ici. Donc on a des fuites simplement sur ces joints là. Si vous voyez qu'ici c'est gras mais que la tige n'est pas grasse, c'est qu'en fait les vérins ici sont abîmés. Donc là, la fuite identifiée 3, c'est sur ces joints là. Et après on aura la dernière sur sûrement la tige est grasse, voilà. Donc la tige est grasse, on peut avoir différentes possibilités. On a les joints ici qui viennent racler, nettoyer l'huile, et les protections ici qui peuvent aussi être endommagées. Donc ici, on va parler de fuite 4. Donc voilà comment faire un diagnostic sur un vérin en fonction des différents symptômes qu'on peut apercevoir dessus. Donc là, on a encore une fois des calculs. Je vous ferai ça peut-être un peu plus tard. Pour poser les calculs, c'est peut-être moins facile à interpréter comme ça. Il faut au moins l'avoir fait, quoi, en fait. Alors, question 8. Vous êtes mécanicien dans le garage FFTP, situé rue de la Vidange à Ghana. Un de vos clients, Gilles Broquin, vous amène sa pelle, c'est une CX36B de 2016. Et le client se plaint d'un manque de performance du godet. Ok, donc là, vérin de godet, ici. Il vous demande de réaliser le test d'étanchéité avec la feuille de papier. Rappelez-vous, on l'avait vu ensemble sur une vidéo, en fait. Donc, il s'agit de prendre là je vous l'explique comme ça, je ne vais pas l'écrire parce que je ne vais pas écrire très bien. Il s'agit de mettre une feuille de papier en fait sur la tige du vérin déployé. Et en faisant ce test-là, on s'apercevra si la tige est humide ou pas. Donc, dans un premier temps, la feuille peut être un petit peu humidifiée, ou sec ou très légèrement grasse. On va dire que c'est plutôt normal. Si la feuille vient à rester collée sur la tige,
on peut dire que là, s'il reste collé ou qu'elle est vraiment très grasse, on peut dire que là, le vérin fuit.